en France, en métropole, la commission d'enquête parlementaire budgétaire qui sera peut-être mise en place au milieu de la semaine prochaine, je crois, Guillaume, qu'il s'agit de mercredi exactement, mènera-t-elle à la destitution du président Macron? Nous révélera-t-elle que ce que l'on appelle pudiquement, entre guillemets, des dérapages budgétaires qui nous ont amené quand même à un déficit public de plus de 6% cette année auraient été volontairement cachés? Ce sont quand même des questions qu'on peut se poser, vraiment importantes, ces questions. La commission se les pose, en tout cas, la commission des finances. C'est notamment ce que disait Éric Coquerel, président de cette fameuse commission. Écoutez. Je dois dire à mes collègues que je leur proposerai dans les semaines à venir le fait que, comme j'en ai la possibilité, au moins on déclenche, après il y a d'autres personnes qui doivent l'accepter, le fait que notre commission des finances se transforme en commission d'enquête afin d'étudier les causes de la variabilité des prévisions fiscales et budgétaires et de l'évolution des déficits publics ces dernières années. Évidemment, je vous saisirai là-dessus, parce que ça me semble quelque chose qu'on ne peut plus accepter. Nous accueillons sur ce plateau pour parler de ce sujet Monsieur Frédéric Bizard. Bonsoir. Monsieur. Vous êtes professeur d'économie à l'ESCP, auteur du livre Les itinérants de la santé, quel futur pour notre système de santé, publié aux éditions Michalon. Et bonsoir Frédéric Delpech. Vous êtes notre journaliste politique LCI. Oui, voilà, c'est un peu compliqué pour nous, il y a beaucoup de Frédéric, mais c'est comme ça. Alors justement, la question, vous avez bien entendu ce que disait Éric Coquerel il y a un instant. Grande question. Il veut lancer une enquête. Déjà, est-ce qu'on est certain que la commission ira dans son sens, Frédéric Delpech? Est-ce que c'est possible? Alors, lancer une enquête, c'est-à-dire mettre une proposition de commission d'enquête, plus précisément. Voilà. Alors ça, les commissions d'enquête, non, c'est simple. Hein, les commissions d'enquête, c'est pour les groupes parlementaires, il y a deux possibilités. Soit le groupe parlementaire qui la propose a un droit de tirage et peut mettre une commission d'enquête sur la table. Donc ça, c'est une première option. Ou alors, c'est une commission d'enquête un peu avec l'accord de la présidence de l'Assemblée et avec une sorte de consensus pour mettre en place cette commission d'enquête. Donc de toute façon, un groupe parlementaire peut parfaitement décider, et d'ailleurs c'est le cas, de demander une commission d'enquête sur un sujet et utilise ce qu'on appelle le droit de tirage pour donc mettre en place une commission d'enquête. Vous me disiez, c'est simple, pas tant que ça. On entend quand même beaucoup de termes techniques. Est-ce que globalement, selon vous, ça peut arriver, oui ou non, qu'il y ait une suite à ce que demande Éric Coquerel? Oui, une commission d'enquête peut parfaitement on va le demander mise en place tout de suite à Jean-Didier Berger, qui est en duplex avec nous et qui est membre de la commission, la fameuse commission. Bonsoir monsieur Berger, voilà, vous êtes là. Bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il est possible, s'il semblerait plausible, voire probable, que la commission décide d'un début d'enquête? Est-ce que vous êtes, j'y suis vous favorable. Qui êtes député de la droite républicaine, vous y êtes favorable? Oui, j'y suis tout à fait favorable. Je pense que nous devons la transparence à nos compatriotes et que nous devons comprendre pourquoi un tel dérapage est parvenu, pourquoi la représentation parlementaire n'a pas été prévenue, alertée de ce dérapage, comprendre comment il est arrivé pour l'éviter aussi à l'avenir et pouvoir mettre en place des mécanismes qui nous prémunissent contre ce type de dysfonctionnement. Une question pour vous à présent, Frédéric Bizard, vous qui êtes professeur d'économie. J'aimerais vous lire ce que disait Philippe Brun, député PS et membre là aussi de cette commission des finances. Il dit « Je crois qu'on nous a volontairement caché certains éléments. J'appelle à ce que la commission des finances se transforme en commission d'enquête. » Donc ça c'est le principe, pour pouvoir mener les auditions nécessaires des ministres pour comprendre ce trou. Quand on parle de cacher certains éléments, ce sont voilà, la question très grave. Qu'est-ce qu'on aurait pu nous cacher? Qu'est-ce qu'on aurait pu ne pas nous livrer comme information à nous, Français, que le gouvernement aurait pu garder pour lui? En fait, ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est qu'on s'est aperçu qu'à 2-3 mois près, on avait des variances par rapport à ce qui était attendu de l'ordre de 0,5 à 1 point de PIB. On attendait à avoir 4,9 de PIB de déficit en 2023. On a eu 5,5. On s'attendait à avoir 5,1 en 2004. On se retrouve à 6,1.
plus 1 point. Un point de PIB, c'est 30 milliards. Donc, ce qui est sûr, on pourra discuter de la commission d'enquête, mais il faut comprendre ce qui s'est passé. Exactement. Mais attention, parce qu'on est quand même un grand pays, avec des grandes administrations, donc penser qu'il y a eu des cachotteries de monsieur le maire ou de machin serait quand même extrêmement étonnant sans que ça sorte. Vous avez quand même dans les ministères des gens qui ne sont pas que favorables au gouvernement en place, etc. Donc je crois, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Parce que c'est pas arrivé qu'une fois. Et on le paye assez cher, parce que si Fitch hier nous met sous perspective négative, c'est en grande partie parce qu'on n'a pas su ça a l'air de nous échapper. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a l'air d'avoir un problème. Alors Bercy est quand même réputé pour une des plus grandes administrations avec le Quai d'Orsay. Là, il semble qu'il y ait un problème au sein de cette administration. Donc, comme nous sommes à la limite de cet effet boule de neige et de perdre le contrôle de cette dette, je pense, c'est normal. Mais c'est pas comme ça que je le comprends quand j'entends les politiques. J'ai l'impression qu'il y a quand même derrière quelques arrière-pensées politiciennes assez fortes. Ouais, et ça serait dommage qu'on s'en limite là. On va en parler justement. Maurice Safran. Le but d'Éric Coquerel, il est transparent. C'est pas la commission d'enquête, c'est une étape. Oui, c'est la deuxième fois qu'il propose la destitution d'Emmanuel Macron, président de la République. Ouais. Que les Français aient le droit à la transparence, c'est ce que vous expliquez, vous avez parfaitement raison. Vous pensez que ça l'intéresse pas, si, ça l'intéresse. Je pense quand même que ça l'intéresse. Ça l'intéresse beaucoup, mais son arrière-pensée est tellement grosse que c'est ça qui est sur le tapis aujourd'hui. Mais c'est quand même un petit peu un jeu dangereux pour M. Coquerel, parce que M. Coquerel a beaucoup de pouvoir en tant que président de la Commission des Finances. Il a tout pouvoir pour aller examiner et rechercher les informations s'il doute de la véracité des informations. Donc, je crains qu'il y ait une responsabilité beaucoup plus collective qu'un problème précis chez un ancien ministre. Mais Monsieur Berger, justement, dans cette commission des finances, qui est quand même capitale, extrêmement importante, est-ce que vous pourriez, dont vous faites partie, est-ce que vous pourriez nous rappeler, quand même, nous dire quelles sont les principales causes de cette dérive gigantesque budgétaire ? Eh bien, c'est tout l'objet de le savoir exactement, mais on voit bien que ça a dérapé à la fois en dépenses supplémentaires et en recettes en moins. Donc, comment est-il possible d'avoir de tels écarts ? C'est ce que nous devons déterminer à minima. Ça veut dire que, pour le moins, il y a eu une erreur énorme de prévision des recettes, et puis un dérapage des dépenses. Prévision des recettes, vous nous dites. Dire très clairement. Mais vous la datez à peu près à quand cette erreur ? Il faut élargir. Vous savez, il faut élargir un tout petit peu le spectre. Oui. Depuis 5 ans, depuis 2019, on dépense dans ce pays 300 milliards d'euros de plus. Comment est-il possible de laisser de tels dérapages se produire ? On nous dit, pendant un moment, il a fallu protéger les Français, c'était la crise sanitaire, c'était tout un tas de difficultés, admettons. Mais dans tous les autres pays, ensuite, on est redescendu en termes de dépenses. On a fait attention, on a retiré les sparadraps qu'on avait mis. Et nous, depuis 2 ans, on a continué à laisser la dépense publique augmenter dans ce pays alors qu'on n'a pas le premier centime de cet argent. Donc il est temps de revenir à beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de tenue et de faire comme font les Français pour eux-mêmes, ne pas dépenser l'argent que nous n'avons pas. Alors avant de revenir sur ce point précis, Jeanne Zab, en termes d'enquête, si jamais cette enquête a lieu, elle va durer combien de temps ? Et qui va être entendu ? Qui peut être entendu et qui ne peut pas être entendu ? Alors il faut expliquer pour les gens qui nous regardent qu'il y a à l'Assemblée nationale des commissions permanentes, les finances, l'économie, la culture, etc., qui travaillent tout au long de l'année. Et il y a ce qu'on appelle un régime particulier, qui est le régime des commissions d'enquête, qui a été renforcé depuis la révision constitutionnelle de 2008, et qui confère à ces commissions d'enquête le pouvoir de contrôler l'exécutif, parce que le Parlement vote la loi, mais il est aussi chargé de contrôler l'exécutif, c'est la séparation des pouvoirs. Quand l'Assemblée nationale crée une commission d'enquête, c'est le règlement de l'Assemblée qui le prévoit, la commission d'enquête dure au maximum 6 mois, et elle a des pouvoirs très précis. Elle a ce qu'on appelle le pouvoir de citation directe, c'est-à-dire que quand vous êtes convoqué devant une commission d'enquête, c'est comme si vous étiez convoqué par la justice, vous devez vous y rendre. Et quand vous parlez devant une commission d'enquête, vous le faites sous serment. Et si il est démontré plus tard que vous avez menti, vous pouvez être déféré devant la justice. Il y a aussi, c'était mentionné, un pouvoir qu'a le président de la commission des finances en temps normal, mais qui est conféré à cette commission, c'est le pouvoir d'aller contrôler sur pièce et sur le terrain, et la personne qui est contrôlée ne peut pas s'y opposer, un certain nombre de documents. Et puis enfin, la possibilité de rendre public ces documents. Il y a eu la commission d'enquête, notamment sur l'affaire Cahuzac, dont nos compatriotes se souviennent. La commission
commission d'enquête, c'est un régime tout à fait normal dans une démocratie parlementaire. L'exécutif devra-t-il rendre des comptes? Mais encore heureux dans une démocratie que l'exécutif rende des comptes. On parle de gouvernement. Le gouvernement, l'ancien gouvernement peut bien sûr être entendu. Pas le président, on est d'accord. Non, c'est le gouvernement, c'est la politique. Exactement. Bruno Le Maire pourrait-il être entendu? À ceci près, quand même, il faut remarquer, Monsieur Berger est avec nous, j'avais cru comprendre, mais j'ai sans doute mal compris, que Monsieur Berger était dans la même majorité relative que les macronistes. Donc j'aimerais bien, il va falloir qu'on nous explique quelle est la cohérence. Est-ce que les macronistes vont soutenir la commission d'enquête? Est-ce que les macronistes avec qui il est associé, avec qui il est au gouvernement, comment ils vont faire pour s'entendre? Il y a très bonne question, Monsieur Berger. D'abord, vous leur poserez la question, nous verrons quelle est leur position, mais moi je vois pas du tout d'incohérence. D'ailleurs, en disant que je suis favorable à ce que la transparence soit faite et que toutes les raisons soient expliquées aux Français, je n'accuse absolument personne. La seule chose que je vois, c'est que on nous a présenté un budget en nous disant les recettes, ça sera tant, les dépenses, ça sera tant, et qu'au final, il y a un trou dans la caisse. Donc c'est quand même normal qu'on puisse dire aux Français comment cela est arrivé et comment on peut éviter que ça se reproduise. C'est ça qui nous intéresse. Donc moi, je suis pas en train de faire des procès ou des procès d'intention ou de chercher des responsabilités partout. Je suis en train de dire simplement, on peut pas laisser ça comme ça. Et puis ensuite, chacun prendra ses responsabilités. Moi, ce que je constate, c'est que les gens d'Ensemble pour la République, les gens d'Horizon, les gens du MoDem, ils sont tous dans la même envie que moi et que mes collègues de la droite républicaine, c'est d'arriver à voter un budget pour la France d'ici à la fin de l'année pour pas que le pays soit bloqué. Donc il n'y a rien de contradictoire à tout ça. On est là parce que on est les gens sérieux sur qui on peut compter pour débloquer la situation dans le pays lorsque le pays est bloqué. Et je crois que nos compatriotes avaient surtout pas très envie que ça soit des gens comme ceux de la France insoumise qui soient aux responsabilités, qui fassent n'importe quoi avec notre argent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et je vois pas vraiment de choses contradictoires et tout ça. Très bien. Fred Delpech, et si on découvre que... Fred, vous êtes comme ça. Ah oui, Fred, oui, voilà. Effectivement, c'est plus simple. Pardonnez-moi cette familiarité. On est samedi soir, effectivement. Mais si on découvre que ce déficit a été intentionnellement caché aux Français, donc là, véritablement, on change de dimension, si je puis dire. Là, c'est plus une commission comme on en a eu, une enquête, etc. Là, on devient sur du politique lourd qui pourrait mener éventuellement, comme on pose la question depuis tout à l'heure, à cette destitution. Est-ce que vous pensez que c'est plausible? Est-ce qu'il y a des questions politiciennes derrière cela? Alors, des questions politiciennes sur le fait de faire une commission d'enquête. Oui, d'ailleurs, Éric Ciotti, cette semaine, lui-même proposait en son nom, en son groupe, de demander cette commission d'enquête avec son droit de tirage. Donc, de toute façon, elle sera effective. Après, qu'elle soit plus consensuelle, comme ça vient d'être dit, pourquoi pas. Ensuite, il faut s'intéresser aux commissions d'enquête et aux résultats des commissions, mais ne pas non plus en attendre des révolutions. Des commissions d'enquête, il y en a eu beaucoup, sans arrêt, et il y en a beaucoup. D'abord, il faut après que elle publie un rapport, que le président de la commission et le rapporteur, qui sont souvent pas du même bord politique, soient d'accord sur ce rapport. On a vu des tas de commissions où il y avait des désaccords flagrants. Bon, voilà, tout le monde est d'accord pour l'ouvrir, en fait. Pour l'ouvrir, mais tout le monde sera peut-être aussi d'accord pour la refermer assez vite, ou en tout cas pour Monsieur Bizarre, qu'il n'y ait pas de conséquences. Pardon, vous pensez qu'effectivement... Pas sûr que tout le monde a le même objectif. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est la crédibilité de l'État français qui est en cause. C'est ça le jeu. Bon, donc on est d'accord qu'il faut faire la lumière sur les choses. Mais je suis pas sûr que cette commission, vous l'avez un petit peu dit, et quand notamment le RN et les LFI, les mélenchonistes, et pas le même objectif but, qui est de faire tomber Emmanuel Macron et d'aller au bout de la crise. Parce que dans la crise, vous avez trois choses. Vous avez le manque d'anticipation de ce niveau-là de déficit. Ça, c'est le premier. C'est probablement pour ça que Fitch hier nous a mis sous perspective négative. La deuxième chose, c'est la crédibilité du budget qui est proposé. On va voir. Et la troisième chose, c'est, on va dire, le désordre politique ou bien l'instabilité politique qui pourrait y avoir autour de ce budget. Donc, si on est dans une très forte instabilité politique avec cette commission d'enquête, là, on peut se faire vraiment dégrader et rentrer vraiment dans le cœur de la crise, enfin, aller au bout de la crise et forcer, là, M. Macron à peut-être, en tout cas, reconnaître qu'il n'a plus le contrôle des choses. Bien.
En revanche, on a tous bien compris que les 3 institutions que sont l'Élysée, le Sénat, l'Assemblée nationale voient, elles, dans ce projet de budget, leur dotation augmenter. Mais plutôt tranquille. Alors, est-ce une bourde supplémentaire ou est-ce cela a un sens comptable? Est-ce que c'est justifié, Maurice Safran? Comptablement, c'est justifié. Très bien. On le dit que c'est indexé sur l'inflation. Bon. C'est une bourde politique monumentale. Plus maladroit. Plus maladroit. Il aurait fallu annoncer que le budget de l'Élysée est diminué de 1 euro. C'était ça qu'il fallait annoncer. Oui, parce qu'on aurait retenu. Certes, vous avez raison. C'est une bourde politique, absolument. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que sur le plan stratégique et sur le plan politique, il faudra qu'on y revienne, certainement pas ce soir, mais depuis le second tour de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron, stratégiquement et tactiquement, se plante sur l'ensemble de ces... qu'il n'ait pas vu que ça allait provoquer un scandale en France absolument incroyable est une faute. Attention, Maurice, parce qu'on est en cohabitation. Hein. C'est pas le président de la République qui fait le budget. Là, c'est Michel Barnier. Mais il y a des services. Il y a des. Frédéric Despech, je pense pas qu'il y a un piège là-dedans. Par contre, c'est lui qui définit le budget de l'Élysée. Non, je dis pas que ça n'a pas été, mais en tout cas, bon. Il y a le budget, il a été préparé par Bercy, par les services de Matignon, et pour l'instant, c'est pas le président de la République directement. On diminue le budget de l'éducation nationale et on augmente celui de l'Élysée. C'est quelques centimes évidemment, mais c'est une bourde politique incroyable. Question pour Monsieur Jean-Didier Berger qui est toujours avec nous. Vous qui êtes du coup un élu, donc mécaniquement un parlementaire. Est-ce que par exemple, sur une question philosophique, vous auriez été d'accord pour dire que dans un cas comme celui-ci où il faut qu'on fasse des économies de partout, est-ce que vous auriez pu, par exemple, rogner un peu sur votre rémunération et que tous les élus auraient pu le faire pour montrer l'exemple? Je vais vous dire déjà, si on appliquait aux élus, comme à l'État, comme à tous les autres services, un principe simple, c'est celui de ne pas bouger, celui de faire une année blanche, celui de tout geler, celui d'absorber l'inflation, je pense que tout le monde aurait pu le comprendre. Et vous avez parlé du budget de l'Élysée. Moi, je suis toujours un peu gêné, en fait, de cette façon d'aborder les choses, parce que on se concentre sur quelques millions, etc. C'est symbolique. Mais en réalité, on est en train de parler du budget de la France. C'est 1600 milliards d'euros. Je parlais tout à l'heure des dépenses qui ont augmenté en 5 ans, 300 milliards de plus. Donc, mais c'est pour l'exemplarité, monsieur Berger. Comme pour le budget du Parlement, comme pour les rémunérations. Oui, mais l'exemplarité, ça doit être à tous les niveaux. Donc, que ce soit pour le salaire des élus, pour le salaire de l'Élysée, pour le budget des collectivités locales, pour l'ensemble des budgets, on aurait pu adopter un principe très simple. C'est d'ailleurs la première chose que nous, on fait dans nos collectivités quand on a une difficulté, qu'on doit faire des économies. C'est ce que font aussi toutes les entreprises lorsqu'elles ont une difficulté. On fait ce qu'on appelle une année blanche. 2025 égale 2024. On met le même budget, on essaye d'absorber l'inflation. Si on faisait ça, c'est plusieurs milliards d'euros d'économies qu'on serait susceptible de faire. C'est ce que nous, on va proposer, c'est ce que moi, je vais proposer à travers un certain nombre d'amendements que je vais déposer, parce que ça permettrait, par exemple, d'éviter d'avoir à décaler l'indexation des retraites au 1er juillet. Oui. Ça éviterait, par exemple, d'avoir à ponctionner les collectivités locales, ou ça éviterait, par exemple, d'avoir à remonter les taxes sur l'électricité. Donc ça, c'est tout à fait concret, et ça dépasse bien les 2 ou 3 millions. Mais pour le budget de l'Élysée, comme pour les autres budgets, faire une année blanche, ça serait quelque chose de tout à fait efficace. Et pour la rémunération des élus, la même chose. D'accord. Monsieur Berger, Jad Zahab a une question pour vous. Oui, question très pratico-pratique. Vous parliez du droit d'amendement. Le ministre du Budget, monsieur Saint-Martin, sur TF1, a dit qu'il appartenait aux éventuels parlementaires de supprimer ces augmentations de budget de l'Assemblée et du Sénat, puisque le texte va être débattu. Seriez-vous prêt, monsieur le député, à signer des amendements qui n'augmentent pas le budget de l'Assemblée nationale et du Sénat pour l'année prochaine ? Mais oui, bien sûr. D'accord. Mais bien sûr, mais je vais proposer des amendements qui vont permettre de répartir différemment les augmentations et les baisses pour faire en sorte de protéger aussi davantage les Français. C'est pas seulement le ministre qui nous le demande, c'est le Premier ministre qui nous en a fait, je dirais, qui nous a tendu cette perche en nous disant « J'ai dû faire, et c'est tout à fait inédit, un budget en 15 jours, un budget pour la France en 15 jours ». Personne n'a jamais fait ça, et donc ce budget, il est parfaitement perfectible, pour reprendre les termes même du Premier ministre. Bizarre, donc nous le prenons au mot, nous allons déposer des amendements, et nous allons faire en sorte d'améliorer encore la copie pour aider Michel Barnier et son gouvernement. Merci Monsieur Berger. Monsieur Bizarre, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste, d'abord, je pense que le budget de l'Élysée devrait baisser, parce qu'en fait, l'Élysée aujourd'hui est recentré sur ses missions, on va dire, quasi exclusives, il n'y a plus de partage. Ils ont 7 postes qui ont été créés à l'Élysée, ils ont une masse salariale qui augmente. Quand on reprend, c'est leur justification.
vocation. Et c'est le président de la République qui le fixe. En face. Mais juste par rapport à ce que dit Monsieur Berger, enfin, j'espère que le Parlement va aller un petit peu plus loin. C'est quoi notre problème de non-maîtrise des dépenses? C'est qu'on n'a pas de réforme de structure. Le problème de ce budget, qui est certes très ambitieux dans ses économies, mais vous n'avez strictement aucune Il manque de réforme. Non, mais c'est pas que ça manque de réforme, il n'y en a pas aucune réforme. Il n'y en a pas du côté de l'État. Pourquoi est-ce que l'État dépense trop? Mais parce que l'État, année après année, en fait, a pris de nouvelles missions, créé de nouvelles agences. Comment on fait pour comment on fait pour inverser ça? Bien sûr qu'on peut pas tout faire. Monsieur Bizarre, c'est aussi bien que nous, parce qu'on connaît la politique aussi bien que nous, qu'avec ce Parlement et cette absence de majorité, il n'y aura pas de réforme. Oui, mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est dans une période de crise qu'on peut, parce que là, mais on est dans une donc période de crise, mais dans un contexte politique particulier. Vous dites que le gouvernement a raté sa possibilité, justement. Oui, je peux. D'abord, de toute façon, on n'inversera pas la tendance sans réforme de structure. On va paupériser un certain nombre de groupes de personnes, un certain nombre d'entreprises, et on va penser que c'est les plus riches, mais évidemment, c'est la classe moyenne qui, in fine, toujours se retrouve la première victime, et on va bien voir qu'on va encore redescendre un petit peu une croissance qui va probablement encore plus s'effriter, et donc puisque vous voyez bien qu'on raisonne en PIB, en pourcentage de PIB, parce que c'est comme ça que l'on doit apprécier la vraie niveau de la dette, eh bien on va voir qu'on n'a rien changé du tout malgré ce remède de cheval. Donc tant qu'on n'aura pas repensé le rôle de l'État, tant qu'on n'aura pas repensé le fonctionnement de notre système social, que ça soit de santé, que ça soit de retraite, et tant qu'on n'aura pas réglé le problème du millefeuille pour les collectivités territoriales, eh bien on restera à peu près dans cette crise. Vous avez tellement raison que vous devez fournir la preuve que ce gouvernement et ce Premier ministre ne peut pas faire tout ça. Il ne fera pas passer une des réformes dont vous venez de parler, qui sont indispensables pour le pays, il ne peut pas la faire passer, la moins. Il sera pris dans un étau entre le RN et la France Insoumise. Oui, mais là, vous mettez les autres face à la responsabilité, parce que face à leur responsabilité, parce que là, si vous ne proposez rien, politique, ça. Hein. Oui. Donc on fait rien. Pour l'instant, faire des vraies grandes réformes, c'est compliqué.